Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au sommaire, une microalgue qui paralyse le travail des professionnels du coquillage. Les pêcheurs ne peuvent plus ramasser de palourdes depuis une quinzaine de jours. Et puis aussi les bus Macron. Un an après, le succès est-il au rendez-vous en Bretagne? On verra cela dans un instant. Notre invité a co-réalisé le documentaire La sociologue et l'ourson. Mathias Théry, bonjour. Bonjour. Alors votre film revient sur les débats liés au mariage pour tous et on en parle avec vous dans un instant. Benjamin Bréon est aussi sur ce plateau pour l'Instant Web. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Alors Benjamin, aujourd'hui vous nous faites une chronique aérienne. C'est ça, et j'espère éviter le crash. On espère aussi, ça serait dommage. Avant cela, le point sur les événements Finistère et en région de ce jeudi 23 juin. Et on ouvre cette édition avec ces images de manifestations, nouvelle mobilisation dans le Finistère ce jeudi matin contre la loi travail. Entre 600 et 1000 personnes ont arpenté les rues de Brest en fin de matinée. Des rassemblements ont aussi eu lieu à Morlaix, Quimper, Lorient, Saint-Brieuc et Rennes. Les images sont signées de nos collègues du Télégramme. Dans le reste de l'actualité, c'est ce jeudi que se joue l'avenir du Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés à se prononcer lors d'un référendum pour la sortie ou non de l'Angleterre de l'Union européenne. Alors les sentiments des 13 000 Britanniques bretons sont à l'image des sondages partagés. Océane Laz et Sarah Dutot se sont rendus à Huelgoat où environ 10% des habitants sont des sujets de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. On les écoute. Si nous quittons Europe, c'est un cauchemar pour l'Angleterre. Je veux qu'on reste dans l'Union européenne. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour nous tous. Nous devons quitter l'Union européenne. Pourquoi ? Bruxelles a beaucoup trop de pouvoir. Si le Brexit a lieu, le montant de nos retraites va baisser en même temps que l'euro. Nous sommes plus costauds ensemble contre les choses comme terrorisme, par exemple. Ils n'arrêtent pas de nous menacer, de nous dire que les choses seront plus compliquées sans l'Union européenne. Je pense qu'ils ont tort. Je vais regarder les résultats avec attention. Je croise les doigts. Alors les résultats du Brexit sont attendus ce vendredi. Que va-t-il se passer si l'Angleterre quitte l'Union européenne? Quelles pourraient être les conséquences pour les Britanniques installés en Bretagne? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la région? Élément de réponse avec nos collègues de TVR 35 en Ille-et-Vilaine. C'est un sujet de discorde au sein des couples britanniques. Depuis près d'un an, la relation Angleterre-Europe bat de l'aile. Chez ces expatriés en Bretagne, Terry et Yvonne Dunningham, le pour ou contre Brexit s'invite dans toutes les conversations. Je suis pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe. Je pense que si le Brexit se fait, l'Espagne, l'Italie et la Grèce pourraient décider de suivre. Je pense qu'il faut vraiment rester dans l'Europe, et ce d'un point de vue mondial. C'est vraiment mieux quand c'est ouvert entre les pays plutôt que d'avoir des barrières, ce qui pourrait arriver si on s'en va. Il y a déjà des barrières, Terry. Oui, mais parce que les Anglais aiment bien mettre des barrières entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est incroyable. Une sortie de l'Union européenne impliquerait une dévaluation de la livre sterling et donc une baisse des revenus des Anglais vivant en France. Ils sont 20 000 en Bretagne où ils viennent souvent passer leur retraite. Mais acheter une maison pourrait leur coûter plus cher. Des conséquences se ressentent déjà chez les professionnels de l'immobilier. L'acquéreur négocie un prix en euros au moment de la signature du compromis. Et au moment de la signature définitive, si le taux de change a bougé, ils se retrouvent avec parfois l'incapacité d'acheter et de perdre leur dépôt de garantie. Donc ça, depuis un an, on a moins d'acquéreurs. On a eu beaucoup de vendeurs qui, sentant les choses bouger, les modifications sur la sécurité sociale, se sont dit, on va peut-être rentrer en Angleterre, on sera plus sûr. Par ailleurs, les expatriés seraient obligés de demander une carte de séjour pour rester sur le territoire, à moins que des accords ne soient trouvés. Mais depuis l'entrée de l'Angleterre dans l'Union en 1973, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Le résultat fera dans tous les cas un rapport compliqué entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le Brexit n'est pas encore fait. Si le oui est majoritaire au référendum ce jeudi soir, le Parlement britannique devra encore se prononcer et donner son accord. De quoi rassurer les plus bretons des Anglais.
Une nouvelle interdiction de pêche au coquillage a été annoncée ce jeudi par le préfet du Finistère. Après le sud du département, c'est désormais le secteur de Crozon et de la mer d'Iroise qui est touché par les micro-algues, une toxine qui prolifère lorsque la température de l'eau augmente. Les pêcheurs professionnels et amateurs ne peuvent donc plus ramasser les coquillages provenant de ces zones. Des interdictions courantes à cette période de l'année. Les pêcheurs de palourdes roses et les pêcheurs à pied sont les principaux concernés par cette interdiction. Et il n'y a que 3 pêcheurs de palourdes roses dans le Finistère. Anaïs Plateau a rencontré l'un d'eux à Concarneau ce jeudi. Pour notre activité, c'est un manque à gagner, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on est stoppé 15 jours pour commencer. Donc 15 jours, ça va parce qu'on peut effectuer les entretiens de matériel, du bateau. Mais ouais, c'est vrai qu'après, il ne faudrait pas que ça dure de trop. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu le problème. Mais oui, il y a 2 ans de ça arrivait souvent, entre 15 jours, 3 semaines. Il y a déjà eu même 3 mois de fermeture. Voilà, ça fait partie de la nature. Donc maintenant, c'est le métier qui veut ça aussi. On entend les anciens dire « ouais, dans le temps, il n'y avait pas ça. Bon, maintenant, c'est comme ça. » Bah voilà. Peut-être faites-vous partie des utilisateurs de ce nouveau moyen de transport, celui que l'on a surnommé le bus Macron. Voilà 1 an déjà que les lignes de bus fleurissent en Bretagne. Alors, ces bus ont-ils trouvé leur public? Comment s'en sortent les compagnies sur ce nouveau secteur? Réponse avec ce reportage d'Océane Laz. Il est à peine 8 heures et les voyageurs sont déjà au rendez-vous pour prendre le bus. Depuis la gare de Brest, les destinations sont nombreuses. Paris, Lyon ou encore la Bretagne. Pour les utilisateurs, ce nouveau mode de transport a plusieurs avantages. Au niveau des horaires, déjà, parce que ça correspondait à ce dont j'avais besoin. Et puis les tarifs, évidemment. Donc c'est quand même 3 à 4 fois moins cher que le train. C'est moins cher et c'est plus confortable pour les enfants. Les conducteurs sont sympas et puis ils sont dans les temps, ils sont à l'heure. Vous seriez venu s'il n'y avait pas eu de bus? Non, parce que le train est trop cher. En effet, pour un trajet Brest-Paris en bus, comptez entre 12 et 30 euros. Le train est 3 à 5 fois plus cher. Quant à l'avion, les prix sont 20 fois supérieurs. Ce qui explique cet attrait croissant pour le bus. Cependant, les compagnies ont encore besoin de temps pour connaître la demande et s'y adapter. Le bus commence à démarrer. On n'est pas dans un marché mature. Actuellement sur le marché, je ne parle pas du Finistère, mais en national, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes parce qu'il y a une forte compétition. Une concurrence effectivement très forte en Finistère. 4 compagnies de bus proposent leurs services, mais si elles veulent toutes survivre, la meilleure solution est parfois l'union, voire la fusion. La compagnie Starshipper, créée en septembre 2015, passera en juillet sous les couleurs de Ouibus. Effectivement, de fusionner avec Ouibus, c'est rassembler des forces, c'est rassembler des moyens et mettre en commun aussi notre clientèle. Donc c'est se donner notamment plus de force pour pouvoir être là demain, parce qu'effectivement, le marché étant un petit peu bataillé, et notamment sur les prix, on se retrouve aujourd'hui avec une concurrence qui est assez forte. En France, entre 2,5 et 3 millions de personnes ont voyagé en bus depuis leur lancement l'été dernier. Dans le Finistère, Brest, Quimper, Morlaix et Landivisiau sont des villes départ. Direction Pléneuf-Valandré dans les Côtes-d'Armor, un parc animalier privé créé il y a 15 ans a été mis en demeure en 2015 par les autorités. En cause, la réglementation concernant les animaux sauvages rares élevés sur le site. Les propriétaires, 2 sœurs, lancent un appel à l'aide pour sauver ces animaux. Le reportage d'Anne Burlot. En 2014, Inès et Anaïs héritent du parc animalier privé de leur père, à Saint-Alban. C'est le début des premiers ennuis administratifs. 2 espèces exotiques posent problème, les 7 émeux et les 2 nandous, considérés comme dangereux aux yeux de l'État français. Le service de protection des populations du département les oblige à se mettre en règle, sous peine de fermer le site. En gros, j'ai comme alternative aujourd'hui de soit me mettre aux normes, donc mettre en place l'agrément, donc monter un dossier de capacité, donc sur l'abri, l'alimentation, la reproduction de chaque espèce. Et en plus de ça, mettre aux normes le parc, donc avec une double clôture, donc pour un coût de 20 000 euros. Ou sinon, j'ai l'alternative de trouver à placer les animaux, donc dans des zoos ou des parcs qui ont déjà l'agrément. Les 2 sœurs manquent de temps et d'argent. Elles se démènent alors pour pouvoir placer les émeux et les nandous. 2 ans de recherche infructueuse.
Moi, j'ai appelé plusieurs zoos dans le coin et dans toute la France, ainsi que des élevages. Et en fait, toutes les réponses étaient négatives parce qu'au niveau transport, c'est très compliqué à transporter, voire impossible. Ça nécessite une anesthésie et puis surtout la distance. Quelqu'un dans le sud de la France, c'est quand même compliqué pour transporter l'animal. Le transport des animaux sauvages nécessite les services d'un vétérinaire spécialisé. Mais la chance va peut-être leur sourire aujourd'hui. Un homme vient se renseigner en éclaireur pour le compte d'un parc zoologique dans lequel il travaille. Moi, je veux bien poser la question. Ouais. Si on prend un couple ou deux femelles et un mâle, ou voilà. Ouais. Rien n'est sûr et ça ne concerne qu'une partie de l'élevage. Inès et son entourage continuent donc de chercher des particuliers ou des structures habilitées pour accueillir les protégés de leur papa. Ma crainte, si aujourd'hui je trouve pas de placement et que je trouve pas le temps de monter mon dossier, c'est que oui, il soit euthanasié. C'était toute la vie de mon père et puis ça représentait beaucoup pour lui et on veut faire honneur à sa mémoire malgré qu'on manque de temps. La préfecture leur a laissé jusqu'au mois de septembre pour trouver une solution. En bref, ces images qui annoncent la rave party de samedi à Bottmer. Depuis le début de la semaine, les organisateurs installent le matériel électronique et les scènes. Près de 5000 personnes sont attendues à cette fête nommée l'Infamous Armada sur le thème de la piraterie. Techno, rock, hip-hop sont au programme de cette 3e édition. Une édition qui est bien sûr autorisée et à noter que les habitants de Bottmer sont invités gratuitement à prendre part à l'événement. C'est le moment de retrouver notre invité. Avec lui, on se replonge dans un débat qui a secoué la France il y a maintenant presque 4 ans, le mariage pour tous. Il en a fait un film documentaire. On en parle tout de suite avec lui. C'est l'instant invité. Mathias Théry, vous êtes donc le co-réalisateur de La sociologue et l'ourson avec Étienne Chailloux. Et pour cerner l'univers du documentaire, et avant d'en parler, on va tout de suite regarder la bande-annonce. Allô Mathias. Allô maman, ça va ? Je suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie. Alors c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini. Ah c'est super. Ah ça, je vais dire ça à ton père, il va être aux anges. Et donc maintenant, je peux t'en parler un peu plus. Ouais. On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone. Ah bon ? Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches. Ah bon ? Voilà. On te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, sur les plateaux télé. On va à l'Assemblée, mais aussi à la maison. On voit papa. Ah là là. D'ailleurs, moi aussi, je suis devenu une peluche. Ah bon ? En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant 1 an sur le mariage homo. Alors on le voit dans la bande-annonce, l'un des personnages principaux de ce documentaire, c'est votre mère, Irène Théry, oui. Sociologue, spécialiste de la famille. Vous l'avez suivi, enregistré, filmé pendant les 9 mois de débat. Son implication tout de suite vous a marqué ? Oui, c'est le point de départ du film finalement. C'est puisque c'est ma mère que je la connaissais déjà donc, et que c'est elle qui prévoyait qu'il allait y avoir ce débat et qui nous a un peu alertés en disant vous devriez faire un film là-dessus. Donc tout de suite vous vous êtes dit tiens avec ce débat on a moyen de faire quelque chose, un documentaire, un film Oui, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ce que racontait ma mère. C'est-à-dire qu'elle, en tant que sociologue de la famille, elle avait vraiment des choses à raconter sur la famille et ce qui se passait en France à ce moment-là. Mais elle, comme nous, ne nous attendions pas à une telle réaction. Vous avez pris le parti d'utiliser des peluches et des jouets pour mettre en scène les protagonistes. Alors votre mère, mais aussi votre père, on y voit aussi François Hollande, Brigitte Bardot. Pourquoi ce choix de la peluche ? Ça a été pour nous une manière de prendre du recul sur un débat qui était parfois assez houleux. Et on avait envie de faire un film qui regarde un peu, qui a un regard un peu plus historique sur la France. Et donc à ce moment-là, en baignant dedans, c'était compliqué de pouvoir prendre du recul. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi d'autres aspects, le fait de pouvoir aussi mettre en scène ma mère dans des situations où elle voulait pas qu'on la filme en pyjama, au lit, au petit-déj, etc. Oui, parce que c'est aussi un moment où il y a les débats, les discussions avec les politiques, mais il y a aussi des moments plus particuliers sur votre famille, où là ça raconte aussi des choses plus intimes sur la famille en elle-même. Est-ce que c'est la famille française de tout le monde finalement ? Exactement, c'est un film de famille.
et c'est un film sur la famille. Donc notre but premier tout de même, c'était de faire un film sur la France et un moment historique de la France. Mais on s'est dit que, ayant un accès particulier à une spécialiste de la famille, étant nous-mêmes dans sa propre famille, il y avait une sorte de mise en abîme qu'on pouvait utiliser dans l'écriture d'un film original. Et alors, il n'y a pas que votre mère, c'est aussi l'histoire des femmes de votre famille dans ce documentaire, puisque vous parlez de votre arrière-grand-mère, de votre grand-mère, donc votre arrière-grand-mère qui était fille-mère à une époque où c'était assez mal vu, évidemment. Votre grand-mère qui, elle, veut absolument se marier, et votre mère, mai 68, qui refuse un peu le mariage, mais qui va finir par y céder. Ça montre aussi que le mariage, la famille, c'est pas aussi lisse et intemporel qu'on veut nous le montrer ou qu'on nous l'a indiqué, en tout cas. Oui. Les grandes manifestations d'opposition à la loi disaient il ne faut pas toucher à la famille, c'est cet élément immuable qui nous a toujours constitués, alors que le travail d'Irène, de ma mère, montre tout de suite, de manière flagrante, que d'une génération à l'autre, de mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on voit tout de suite que le mariage n'a cessé d'évoluer. Et l'organisation même de la famille est mouvante en permanence. Et donc, l'objet du film est aussi de replacer le mariage pour tous dans la grande histoire de la famille. Alors vous disiez tout à l'heure que vous ne vous attendiez pas à avoir assisté à tout ce débat. Le film est sorti 4 ans après, il est sorti au mois d'avril. Oui, c'est ça. 3 ans à 4 ans après. Est-ce que aujourd'hui vous comprenez mieux pourquoi il y a eu tout ce débat? Non, c'est ambigu. Je reste à la fois toujours surpris, mais j'ai l'impression que la France est quand même un pays qui a toujours du mal sur les questions de société à bouger. On est quand même un vieux pays. Et puis je crois qu'il y a quelque chose en France aujourd'hui qui est de l'ordre peut-être d'un malaise social qui fait qu'on se crispe et il y a un genre de repli sur soi. Pas que autour du mariage pour tous, autour des questions d'identité, autour des questions de la religion, etc. Quand ça va mal, on a tendance à se renfermer un peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction à ce film? Je crois qu'il a fait 20 000 entrées en salle. Ça a provoqué des réactions. Vous avez eu des retours sur votre travail? Alors oui, on a eu bien sûr pas mal de retours. On a fait beaucoup de débats dans les salles, etc. Rien de violent. Et pourtant on a rencontré des gens qui étaient opposés aussi à l'époque à la loi, on sentait bien, mais le film lui-même c'est un film de discussion, c'est-à-dire que on n'est pas en train d'écouter les leçons d'une sociologue, on est en train d'écouter les discussions entre une sociologue et son fils, et c'était important pour nous de montrer que les débats sociétaux doivent se faire à travers la discussion, on a le droit de douter, de chercher à mieux comprendre, de chercher à s'écouter, etc. Et donc ensuite je crois que les débats qu'on a à la suite du film ressemblent au film, c'est-à-dire accepter de changer, accepter de ne pas d'être d'accord sur certaines choses et pas sur d'autres, d'essayer de comprendre, etc. Vous dites que le film cherche à montrer pourquoi on s'est engueulé pendant 1 an en France. Est-ce que ces conversations avec votre mère, la réalisation de ce film, ça vous a aussi changé dans votre perception sur ce sujet-là? Alors, ça m'a changé dans ma perception, évidemment. Déjà, je connaissais pas très bien ces sujets, donc je les ai surtout découverts, pour grande partie, mais aussi, ça m'a appris sur tous les sujets de société à les aborder d'une manière peut-être un peu plus réfléchie. En fait, surtout à travers le prisme de l'histoire. Ce qu'elle fait beaucoup, elle, c'est qu'elle dit pour comprendre le présent, il faut comprendre notre histoire, courte ou longue, et que finalement, il faut toujours replacer les éléments dans l'histoire et comprendre que nous sommes le futur de demain, que demain nous regarderons le mariage pour tous avec le regard avec lequel nous regardons aujourd'hui les lois sur l'IVG, etc. Réussir à regarder un peu le monde à travers, avec un peu plus de recul, nous aide à mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Et votre mère, elle a bien vécu de se voir en peluche. Comment est-ce qu'elle a vécu cette intrusion un peu? Parce qu'il y a des moments intimes aussi dans le film où elle raconte sa vie de famille, de mère, Oui, en fait, c'est exactement ce qu'elle voulait pas qu'on fasse au départ. Elle voulait pas qu'on parle de sa vie privée, elle voulait même pas qu'on fasse le film autour d'elle, etc. Elle voulait être une sociologue sérieuse. Et donc, nous, on a un peu joué à un autre jeu. Et donc, tout l'enjeu était que finalement, elle accepte le film. Et heureusement, tout s'est très bien passé. Vous en veux pas, ça n'a pas brisé la famille. Non, finalement... Elle est très heureuse du film. Merci beaucoup Mathias Théry d'être venu sur notre plateau. Vous êtes donc ce jeudi soir au cinéma de Plougastel, l'Image à 20h30. Et on rappelle que le film La sociologue et l'ourson est toujours visible dans quelques salles de cinéma en Bretagne. Merci encore. Et on part sur le web à présent voir ce que la toile a capturé de mieux dans ses filets. C'est avec Benjamin Brayon et c'est dans l'Instant Web.
Alors Benjamin, il va être question d'avions, de pistes, d'écologie et de réseaux sociaux. Exactement, parce que comme vous le savez, c'est dimanche que se tient le référendum sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors seuls les habitants de Loire-Atlantique sont invités à donner leur avis, sans doute parce que c'était le seul périmètre dans lequel le oui avait une chance d'être majoritaire. Mais les réseaux sociaux ne s'embarrassent pas de ce type de limitation. On a regardé par exemple les communautés Facebook. Le principal groupe favorable au projet rassemble un peu moins de 13 000 membres, alors que le principal groupe de ses opposants dépasse les 30 000. Sur Twitter, idem, les Ailes pour l'Ouest, qui est le collectif pro-aéroport, a un peu moins de 2400 abonnés. Celui de la CIPA, le principal groupe d'opposants, près de 9 000. Et j'ai regardé aussi, sur cette semaine, les tweets contenant le hashtag NDDL, retweetés plus de 100 fois. Et ben c'est simple, ils sont tous hostiles au projet. Bref, le rapport de force est un peu déséquilibré. Heureusement que les référendums ne se passent pas sur les réseaux sociaux, ou heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas. On sait que les réseaux sociaux, mais on sait que sur les réseaux, ce sont surtout les mécontents qui s'expriment en même temps. C'est vrai, c'est souvent les mécontents qui s'expriment en même temps. En ce qui concerne le sujet de Notre-Dame-des-Landes, ça change rien vu que tout le monde est mécontent. Ceux qui sont pour l'aéroport trouvent que tout ça a trop duré, que tous les obstacles juridiques ont été franchis, etc., ce qui est exact. Et ceux qui sont contre l'aéroport trouvent que le référendum sent la manipulation à plein nez et que tant qu'à ce que tout le Grand Ouest soit concerné, tout le Grand Ouest devrait être consulté. Et c'est pas faux non plus. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que ça intéresse du monde. Là, j'ai regardé sur Google Trends, donc qui analyse les recherches sur le célèbre moteur. On voit que non seulement l'intérêt augmente, mais qu'évidemment, derrière les Pays de la Loire, qui sont les principaux concernés, c'est en Bretagne qu'on s'y penche le plus. Il y a un autre signe qui ne trompe pas sur l'intérêt du public pour le référendum, c'est le nombre de commentaires sur la page Facebook du Telegram. Hier, rien qu'hier, il y en a eu plus de 120 à propos de ce sondage qui montre que les Français y sont assez majoritairement opposés. Les commentaires étaient d'ailleurs très majoritairement hostiles au projet, là encore. Mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont appelés à voter, évidemment. Et non, mais ça ne les empêche pas de donner leur avis avant, pendant, et ça ne les empêchera pas de donner leur avis après la consultation. Et je peux vous le dire, quel que soit le résultat, ça va parler de démocratie. Ceux qui auront gagné vont louer la force de la démocratie. Ceux qui auront perdu, estimer que la démocratie aura été bafouée. Non, parce que c'est une autre constante des réseaux, c'est que la démocratie, c'est que quand on a gagné. Et je peux vous dire que ce sera pareil le soir de la présidentielle, qui est dans pas si longtemps, dans tellement pas longtemps même que je peux vous parier une chose, c'est quel que soit le résultat de dimanche, on n'aura pas fini de parler de Notre-Dame-des-Landes, et d'ailleurs pas que sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Merci beaucoup Benjamin. Et on part maintenant au Hellfest, le festival de musique extrême de Clisson qui s'est déroulé mi-juin. Sébastien Chambre y était et on regarde tout de suite la brève de Chambre. Salut, bienvenue à l'endroit où Satan côtoie le simple mortel, bienvenue au festival de l'enfer. C'est le Disneyland du métal. Faut faire attention où se garer. Se garer là, c'est cool. Vous pouvez choisir votre camping en fonction de votre couleur préférée. White camp, green camp, blue camp, red camp, orange camp, purple camp. Purple Camp. Et les douches sont chaudes. La déco est hyper cool. Même aux toilettes, il y a le feu. Il y a des déguisements géniaux. Certains ont la banane. Il y a même le petit journal. Bon, il y a quand même Cronenbourg qui se fait du pognon. Merci beaucoup. Have a great fucking night. Are you alive, Hellfest? J'ai raté un pas à un moment donné.
Lémi, on t'aime. I love you. Et toujours de la musique, mais sur votre antenne cette fois-ci, ce vendredi à 18h30. Retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Ascenseur pour le live avec le groupe finistérien Coteau. Et à 20h45, vendredi, toujours une émission spéciale avec Yann Tiersen qui apprend à parler le breton. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site internet www.tvo.bzh, mais aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Bonne soirée.